Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur Fréquence Histoire. Gauthier Boucher à l'antenne, je suis aujourd'hui accompagné de Benjamin Ratichot. Bonjour Benjamin. Bonjour Gauthier. Alors, chers amis auditeurs, nous évoquons aujourd'hui dans un nouveau concept d'émission consacré au grand concept de doctrine. Il s'agit de doctrine militaire, politique, syndicale. Nous nous intéressons aujourd'hui au guédisme, qui est une tendance du premier socialisme français à la fin du XIXe siècle. Et le guédisme est naturellement le courant d'un homme, qui est Gued, Jules Gued. Nous reviendrons sur qui est Jules Gued, né en 1845, mort en 1922, un homme de gauche qui, bien, vous l'avez compris, est né sous la monarchie de Juillet, ça c'est pas très important, mais qui a commencé, qui a eu ses premiers émois politiques à la fin du Second Empire, qui a donc été proscrit, et qui petit à petit a construit le mouvement socialiste en France. Il sera intéressant de voir l'évolution de Gued et du guédisme parce que les guédistes étaient des révolutionnaires à la base. Ensuite, ils ont participé à la fois à l'expérience du socialisme municipal, l'expérimentation de la gestion socialiste au niveau local. Ils ont participé à l'unification du socialisme en 1905 et on le verra, les guédistes ont même participé, Gued et plusieurs de ces hommes, au gouvernement d'union nationale de 1914, alors que le postulat de base du guédisme de beaucoup de tendances de la gauche à l'époque, en tout cas de la gauche, à la gauche du radicalisme en gros, c'était pas de participation. Donc on verra qu'est-ce qui motive cette évolution. Est-ce que c'est du pragmatisme? Est-ce que c'est une évolution idéologique? Ou peut-être un petit peu des deux? Et d'abord, qu'est-ce que le guédisme? C'est à cette question que tâche de répondre, par exemple, un historien comme Jean-Dumas Ducange. C'est un historien proche du Parti socialiste, qui, dans une biographie sortie en 2017, Jules Gued, l'anti-Jaurès, point d'interrogation, il n'affirme pas la chose, c'est ce que se demande Jean-Dumas Ducange, qui, dans un livre qui, de manière révélatrice, est l'un des seuls livres sur cette grande figure politique, un siècle après sa mort. Parce que Gued, même jusque dans les rangs de la gauche, n'est ni très connu, ni très estimé. Et son œuvre, au reste, n'est plus valorisée, n'est plus vivifiée par ce que sont les socialistes actuels du PS, mais plutôt des minorités extérieures au socialisme, notamment dans le monde communiste, un petit peu aussi, il faut dire, dans la Fédération PS du Nord, parce que c'est un des locaux du coin. Gued, on le verra, il fera sa carrière à Roubaix et à Lille successivement. En tout cas, la figure de Gued est globalement dominée par d'autres pères fondateurs des gauches françaises, qui sont parfois des pères un peu plus consensuels. Jean Jaurès, bien sûr, mais également Georges Clemenceau, un peu plus anciennement Léon Gambetta. Et Gued, forcément, est un petit peu dominé dans le récit. Il est un petit peu, si on veut, à la fois chronologiquement et en termes d'importance, intercalé entre Jean Jaurès et Léon Blum. Pourtant, le guédisme apporte sa pierre à la fois au premier socialisme français et au premier communisme français, même si on le verra, lors du congrès de Tours constitutif de ce qui sera le PCF, avant c'est la SFIC, en décembre 1920. Vous savez que c'est un congrès avec une scission majoritaire. Dans ce congrès, Benjamin Gued ne prendra pas parti pour les scissionnistes, il ne deviendra donc pas communiste. Non, puis il faut replacer ce congrès de Tours dans la voie de l'histoire. Nous sommes en 1920, 3 ans plus tôt, les communistes bolcheviques ont pris le pouvoir à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et donc il y a une véritable question dans les fédérations socialistes de l'ouest de l'Europe, de savoir si l'on suit le modèle russe, soviétique, enfin pas encore soviétique, parce qu'il faudra attendre 2 ans, russe, ou en contradiction, ne pas suivre et rester fidèle à la section française de l'Internationale ouvrier. Alors, j'aimerais remettre en perspective un peu le socialisme, puisqu'on a peut-être l'impression aujourd'hui de croire qu'il y ait eu des droites. On a traité de ça, notamment qu'on avait notre émission Élections marquantes sur les élections législatives de 1871. Voilà, exactement, où nous avons vu la diversité de cette majorité conservatrice de droite. Ah, il y avait des droites, il n'y avait que ça. Voilà, il n'y avait que ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gauches. Et nous entendons
beaucoup d'intellectuels aujourd'hui parlaient de la gauche, la gauche, la gauche, mais les gauches, c'est d'ailleurs un vocable qu'on utilisait dans les années 70, 80, jusqu'à la fin des années 90, on parlait de gauche plurielle, cette gauche plurielle a véritablement un caractère réaliste. Jules Guesde participe à cette diversité de la gauche puisqu'il a incarné, il a pensé d'ailleurs, parce que c'est un penseur. Avant d'être un homme politique, c'est un penseur. Il a pensé le socialisme et il a pensé le socialisme différemment que sa grande figure contestataire qui était Jaurès, d'où le sous-titre de cet ouvrage de Jean Noumat Descanges, qui fait donc de Guesde un anti-Jaurès, les deux étant, comment dirais-je, concurrents pour devenir premier secrétaire de la toute jeune SFIO. Alors oui, alors le socialisme, quelle est son origine véritable? Écoutez, avant les années 1880-85, le socialisme n'a pas d'existence électorale. Il y a des gauches, il y a surtout des républicains qui essaient de faire peu à peu, après la réaction conservatrice qui s'est manifestée par la Restauration, la Monarchie de Juillet, puis le Second Empire, ont essayé de faire avancer l'idée républicaine en France. Alors il y a eu un grand penseur au XIXe siècle qui était Proudhon, qui a influencé pas mal de penseurs de gauche. Le socialisme, mais le républicanisme, on peut généraliser à ce terme, a vécu dans l'opposition, alors à toute fin de la Restauration, hein, sous la Monarchie de Juillet. Il y a eu dès le début un courant plus républicanisant que monarchique, et puis surtout à partir de la Révolution de 1848, où ce sont les républicains modérés qui ont pris le pouvoir consécutivement aux élections législatives pour l'Assemblée constituante, et qui ont permis de faire émerger les penseurs de gauche, les penseurs qui vont, au fil de ce demi-siècle, étayer l'idée d'égalité, etc. Et ben, l'idée d'égalité sera portée par Jules Guesde. Ce sera d'ailleurs l'un des noms d'un journal qu'il fondera en 1876. Effectivement, Benjamin, l'égalité, c'est tout d'abord un journal. Parce qu'à l'époque, il faut bien préciser les choses. Et nous n'y sommes plus habitués à une époque où le militantisme a beaucoup changé. C'est devenu en partie un militantisme dématérialisé, entre guillemets, numérique. À l'époque, il était inenvisageable, d'une part, qu'un parti politique n'ait pas de journal, et parfois c'était des journaux quotidiens, ce qui paraît ahurissant maintenant. Et il était inenvisageable de toute manière qu'un homme politique de premier plan, et même à mon avis un homme politique assez ordinaire, n'ait pas de journal. Clémenceau avait son journal, Jaurès avait son journal, Guesde avait donc son journal à partir de la fin des années 1870, l'égalité. C'est une époque très différente de la nôtre. Il y a aussi une autre grande différence sur laquelle on sera bien obligé de revenir. Et on ne peut pas s'excuser par avance de notre imprécision, parce que il n'est pas possible d'être très précis en la matière. Comment est-ce qu'on envisage les formations politiques, les groupes parlementaires, les partis politiques? Eh bien, on ne peut pas les envisager, ou très timidement, parce que aucune de ces choses n'existe vraiment. C'est vraiment une préhistoire, entre guillemets, de la politique française contemporaine. On n'est même pas un siècle après la Révolution, quelques années après la chute du régime impérial de Napoléon III. Il n'y a pas de parti à cette époque, enfin pas de parti véritable, même si on le verra, les différents partis de Guesde à partir du Parti ouvrier en 1879 sont des partis entre guillemets, mais pas des partis au sens de la loi 1905 sur les associations. Il n'y a pas vraiment de parti, mais il y a encore moins de groupes parlementaires formels, comme il peut y avoir aujourd'hui un groupe République en marche, un groupe insoumis, un groupe républicain, etc. Et puis bien des difficultés pour les pauvres députés qui n'arrivent pas à se coaliser à 15 pour former un groupe. Il n'y a pas de souci à cette époque, puisque les frontières politiques sont mouvantes, les frontières partisanes sont mouvantes, puisqu'il n'y a pas vraiment de parti, et les hommes naviguent comme cela, y compris au sein du spectre politique, y compris de la droite à la gauche. Et j'ai trouvé, pour bien vous faire comprendre ça, et vous faire aussi comprendre
ce qu'on peut rappeler le mouvement d'extrogir à l'époque, c'est-à-dire la tendance des figures politiques d'aller progressivement plus à leur droite, parce que progressivement, à la gauche des radicaux, eh bien, apparaissent des socialistes, à la gauche des socialistes apparaissent des communistes, etc. Pour bien vous faire comprendre ce manque de frontières politiques et ce mouvement toujours plus à droite, j'ai trouvé une citation qui est vraiment sidérante dans un manuel, qui est un bon manuel, La France au XIXe siècle, 1814-1914, édité aux presses universitaires de France en 1995. Ahurissante citation, avec des éléments de géographie physique, vous allez voir. Je cite, « Il n'existe pas de parti politique organisé en France à la fin du XIXe siècle. La législation en est d'ailleurs en partie responsable. Par peur de la puissance des congrégations religieuses catholiques, les républicains refusent de reconnaître la liberté d'association avant le début du XXe siècle. » C'est 1905. Je continue la citation. « De ce fait, la vie politique française offre tout un dégradé de la droite à la gauche. Par ailleurs, un peu à l'inverse, un peu à l'image de l'écorce terrestre, qui se renouvelle en permanence par disparition d'une masse équivalente dans les zones de subduction. Les zones de subduction, c'est quand une plaque entre sous une autre. C'est ce qui s'est passé en Inde, par exemple, au Crétacé. Je poursuis la citation. Le paysage politique se renouvelle par disparition de certains groupes, à droite le plus souvent, et par apparition d'autres groupes, à l'extrême gauche en général. Radicaux, puis socialistes, etc. Ce qui provoque peu à peu un reclassement. Ainsi, les républicains de gouvernement, à gauche en 1877, vous savez qu'en 1877, c'est l'année de la crise du 16 mai, qui est véritablement le triomphe de la République aux républicains. Je poursuis la citation. Ces républicains de gouvernement, à gauche en 1877, se retrouvent-ils nettement plus au centre dans les années 1890. Ça veut dire que des gens comme les gambettistes d'après Gambetta, puisque Gambetta meurt en 1882, qui sont des gens très à gauche, évoluent au centre-gauche, et que plus à gauche d'eux, donc Benjamin, il y a ces socialistes, dont la fraction la plus dynamique, a priori, sont les guédistes à partir de 1879, avec ce journal L'Égalité, et puis un premier proto-parti politique qui est le Parti ouvrier. Le Parti ouvrier français. Alors, puisque l'objet de cette nouvelle émission est de s'intéresser aux doctrines, il faut peut-être s'intéresser à quelles ont été les inspirations de Jules Guesde pour fonder justement ce Parti ouvrier français et, alimenter l'égalité de ses préceptes politiques. Alors, bon, nous avons parlé de la Révolution de 1848, nous avons parlé de Proudhon. Il y a un autre philosophe penseur socialiste qui est important, c'est Mikhaïl Bakounine, hein, le penseur véritable de la Révolution, à la limite de l'anarchie, pour la suppression maximale de l'État. C'est une lecture qui a profondément modelé la pensée de Jules Guesde. Et de là, on arrive à comprendre que Jules Guesde, méprise ces socialistes qui sont pourtant de la gauche, hein, qui font le jeu des élections, le jeu de la République, et font ce qu'on appellera par deux substantifs, à la fois les possibilistes et les réformistes, essaient de modifier la République en optant pour les règles du jeu de cette République que Guesde considère déjà comme une République conservatrice. C'est une critique qu'on retrouve d'ailleurs à l'extrême droite. Hein. Les plus intransigeants des légitimistes ont cette critique de ne pas faire le jeu, de ne pas user des armes de la République pour espérer la changer. Et Jules Guesde, par l'influence de Bakounine, fait primer l'idée de prise du pouvoir par le prolétariat plutôt avant toute chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement sérieux ne saurait s'enclencher sans cette étape essentielle qui est la prise du pouvoir par le prolétariat. Et quand ce postulat est formulé, toute réforme préliminaire est vide de sens. Et donc il y a cette véritable ligne de fracture qui existe dans les gauches, c'est cette idée de prise de pouvoir du prolétariat qui est un primat essentiel. Et ce primat à la grande désolation de Jules Guesde, n'est pas
assimilé par par l'intégralité de la gauche française, notamment des républicains radicaux. Et ça va conduire à, comment dirais-je, au non-consensus de la deuxième internationale qui a été fondée en 1889 à Paris, mais dont la réunion et le congrès se tiendra à Amsterdam 5 ans plus tard, où là, les gaullistes sortent, comment dirais-je, grandis, puisque le réformisme est stigmatisé et la deuxième internationale prend le pli de la résistance socialiste et de la révolution prolétarienne. Ceci dit, il serait un peu anachronique de penser que le socialisme est une doctrine politique unifiée. Nous sommes encore au milieu, enfin à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, et Gauthier, nous ne pouvons pas parler de socialisme unifié. Ah oui, absolument. On ne pourra pas en parler avant les 1905 en fait. Hein. J'ai fait une erreur d'ailleurs tout à l'heure, j'ai dit que la loi sur les associations c'est 1905, ben non c'est loi 1901 naturellement, puisqu'on dit association, loi 1901. 1905, année importante, bon, à la fois pour la loi de séparation des églises et de l'État, qui fait de la France une république laïque, un État laïque. 1905 c'est aussi l'année d'unification des socialistes, alors il y aura toujours des petites choses socialistes en dehors, mais enfin, le grand parti unifié socialiste jusqu'au congrès d'Épinay-sur-Seine en 1971, donc pendant plus de 60 ans, sera la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, donc entre 1905 et 1971. Effectivement, ce monde socialiste n'est pas uni, et pour vous donner un visage simplifié de la nébuleuse socialiste à une année qu'on va choisir un petit peu arbitrairement, mais vous comprendrez pourquoi, qui est 1883. Pourquoi 1883 ? Parce qu'il y a la fondation d'un nouveau parti, qui est la Fédération des travailleurs socialistes. Il y a en gros 3 tendances en 1883, de la gauche à la droite du monde socialiste. Les socialistes blanquistes du comité révolutionnaire central, qui sont donc les hommes de Blanqui. Blanqui, vous savez, c'est l'enfermé, celui qui a passé la moitié de sa vie en prison, qui était un professionnel de la Révolution. Les guédistes, donc, qui sont un petit peu au centre de ce monde socialiste, successivement du Parti ouvrier à partir de 1879, puis du Parti ouvrier français à partir de 1882, et donc, plus à droite de ce monde socialiste, les possibilistes, à partir de cette année 1883, où est fondée la FTS, par un homme qui s'appelle Paul Brousse. Pourquoi est-on possibiliste ? Parce qu'on réclame le possible seulement. On n'est pas dans l'utopie révolutionnaire en quelque sorte. Et on comprend donc que c'est la droite du monde socialiste tout ça. Donc, et qui est donc une porosité entre possibilistes et la gauche des radicaux, qui sont des gens qui s'estiment être dans une approche plus pragmatique et plus sérieuse de la politique. Et inversement, qu'y a-t-il à la gauche des blanquistes ? Eh bien, il y a le monde anarchiste. Alors là, c'est plus organisé, il y a des journaux, il y a des petites choses comme ça, enfin, c'est plus organisé en partie, puisque, par définition, si on est anarchiste, on ne s'organise pas. Le mode d'organisation de l'anarchisme, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est l'inorganisation, parce que ce sont des organisations horizontales et spontanées. Donc ce monde socialiste n'est pas unifié. Ça ne l'empêche pas de faire des voix aux élections, puisque à partir de 1885, il y a un groupe socialiste à l'Assemblée de 16 députés, et ce groupe va croître progressivement. Il va croître progressivement jusqu'à ce que les socialistes deviennent plusieurs dizaines. Ça, on va vous le montrer de manière précise avec 2 tableaux. D'une part, un tableau assez binaire, mais ça permet de comprendre, avec sur toutes les législatures entre 1871 et 1902, on l'a pas pris après parce que ensuite les socialistes sont unifiés, combien de voix font les gauches, combien de voix font les droites, et puis le différentiel est en faveur de qui ? On verra que, naturellement, eh bien, la République se républicanise. Et puis on verra un second tableau plus simple, uniquement avec les législatures entre 1885 et 1902 incluses, et on verra combien de voix représentent, enfin combien de sièges représentent les socialistes par rapport aux républicains benjamins.
Oui, alors il faudrait peut-être, pour se rendre compte de l'influence qu'a eu Gued, alors j'aimerais revenir d'abord sur le fait que Gued ne faisait pas l'unanimité dans le socialisme français. Alors tu rappelais très brillamment les trois tendances qui existaient et le fait que le guédisme occupait l'espace un peu central entre les blanquistes et les possibilistes. Alors il faut dire que les années 80 sont véritablement les années de l'émiettement de la gauche. Hein. Les anarchistes s'éloignent de Guest, parce que Guest est quelqu'un de très... je ne sais pas si le terme est exact, mais de très procédurier, c'est-à-dire qu'il fait bien les choses, il est carré, si on veut prendre un terme actuel. Il est perçu comme caractériel. Hein. Voilà, et il est doctrinal. C'est qu'il est doctrinal, c'est qu'il a une haute idée de son idée, de ses idées, et il ne veut pas raboter une parcelle de ses idées, et c'est ce qui le fait, c'est ce qui fait les anarchistes s'éloigner de lui au début des années 80 et les possibilistes également de Brousse. Alors ça c'est aux années 1881-1882 où là les possibilistes se rapprochent des radicaux et s'écartent véritablement du guédisme. Alors bon, on pourrait penser que le guédisme serait minoritaire et le fait de la forte personnalité de Jules Guesde exilerait celui-ci et ses amis à des postes ou à des sièges assez isolés, mais c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai puisque tu l'as rappelé en 1885 lors de législatives sur liste départementale. Et nous avons 16 socialistes, mais au cours des législatures suivantes, eh bien, les socialistes commencent à grappiller des sièges à tel point d'être pratiquement une cinquantaine en 1902. Et, une cinquantaine en 1902. Alors quels sont les fiefs électoraux de ce guédisme? Ce guédisme dont la dialectique, hein, on l'a bien compris, est la révolution prolétarienne, la lutte des classes et la contestation de cette République que Guest conçoit, malgré la victoire de la République, comme une République de bourgeois. On est encore dans le plus ultra, même si on est à gauche, dans le plus ultra vers le socialisme. On essaie d'aller à fond dans la doctrine. Alors, c'est là où on voit que Guesde est modéré, puisqu'il y a encore des plus en avant que lui. Il y a toujours une course au maximalisme, en fait. Voilà. Et on retrouve ici, en fait, la division entre enragé et modéré sous les plus cruelles heures de la montagne. Hein. Cette division des gauches, l'Assemblée est intégralement à gauche, mais il y a des gens qui sont encore plus à gauche que les autres. Hein. La montagne est encore plus à gauche que le groupe de Danton et de Desmoulins. Alors, quels sont ces fiefs électoraux? Alors, nous avons dit, Gauthier, tu as dit tout à l'heure que Guest était député de Roubaix en 1998, oui, député de Lille. Donc on devine que le nord de la France, le nord et le Pas-de-Calais, feu la région Nord-Pas-de-Calais, étaient acquis au guédisme. Alors c'est vrai dans les grandes zones industrielles de France, hein, notamment dans les zones textiles, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard, dans la Loire et dans le Rhône, dans les métallurgies également de Montluçon, dans le Beaujolais, enfin toutes ces grandes zones industrielles françaises, le nord de la France et la vallée du Rhône sont des fiefs électoraux pour les guédistes. Alors quelle sera la grande rupture pour ces guédistes? Qu'est-ce qui fait que Guesde, aujourd'hui dans l'historiographie politique française, mais également dans l'historiographie socialiste, parce que si on demandait aujourd'hui à un socialiste qui est Jules Guesde qui est Jules Guesde, eh bien on aura bien des difficultés parce que quel est l'héritage de Jules Guesde? Eh bien Jules Guesde en fait a eu un grand drame. Il a eu un grand drame, c'est que le deuxième international dont j'ai parlé, l'international dont le congrès s'est tenu à Amsterdam en 1904, avait condamné le réformisme et avait amplifié cette idée d'international socialiste, de choses qui dépassent les États, etc. Mais coup du sort, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate et dans l'union sacrée qui est imposée par le président Raymond Poincaré transcende toutes les sensibilités politiques de l'époque, dont le socialisme et, en 1914, les nationalismes. Malgré cette internationale, les socialismes sont traversés par l'idée d'union sacrée, Gauthier, où même Jules Guesde succombera
et prendra parti comme ministre sans portefeuille. Oui, exactement. Ministre sans portefeuille, c'est-à-dire sans attribution particulière, mais c'est quand même un ministre symbolique, effectivement, de cette union sacrée. Je parlais d'union nationale, d'ailleurs, tout à l'heure. C'est une union nationale, mais le vrai vocable, j'ai fait une erreur, c'est union sacrée, naturellement. Qui, à gauche, va donc jusqu'aux guédistes, et certains anarchistes, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes, et à droite va jusqu'à l'Action française. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le pays, au moins jusqu'en 1916, parce qu'après il y a je crois que c'est le congrès de Zimmerwald, qui lasse, enfin les socialistes sont un petit peu lassés au niveau international, y compris français, et donc à partir de 1916, les socialistes vont se désengager à la fois du gouvernement et puis du soutien à l'Union sacrée. Il faut dire que l'Union sacrée existe en France aussi parce que les partis demeurent, que l'activité des chambres demeure, alors qu'en Allemagne, c'est pas du tout ça. Ça devient, le gouvernement se militarise sous l'influence de deux hommes qui sont Ludendorff et Hindenburg, que l'on retrouvera ensuite dans l'histoire du national-socialisme, dans des rôles très différents. Hindenburg comme frein national-socialisme, et puis Ludendorff comme accélérateur, malgré lui, sans doute. En tout cas, en France, il y a eu la continuation d'une vie parlementaire durant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui donnera ensuite la Chambre Bleu Horizon avec la Première Guerre mondiale, ce qui donnera la Chambre Bleu Horizon en 1919. Et donc les socialistes, dans la première partie de la guerre, c'est remarquable, c'est vraiment deux moitiés, entre 1914 et 1916, les socialistes soutiennent majoritairement le gouvernement dans le cadre de l'Union sacrée, et à partir de 1916, ils s'en détachent. Et d'ailleurs, le ministère Gued durera d'août 1914 à 1916. Alors il y a un autre homme dans le ministère Gued, c'est Marcel Samba, qu'on retrouvera ensuite parmi les figures de la gauche de l'entre-deux-guerres. Quand j'expliquais brièvement que l'Union sacrée c'était aussi des anarchistes, il y a une figure par exemple comme Charles-Ange Lézan, qui était député, qui commence sa carrière comme député de la Loire-Inférieure parmi les républicains radicaux. Lézan, c'est le premier député républicain de la Loire-Inférieure. Il est élu à Nantes, premier arrondissement de la circonscription de Nantes, parce que Nantes, en 1865, c'est les élections municipales, avait élu une majorité qu'on disait d'union libérale à l'époque. C'était des opposants au Second Empire, avec quelques républicains, mais c'était pas la majorité. Et ensuite, avec des maires comme Waldeck-Rousseau, comme Loriol, comme Leloup, Nantes est devenue républicaine. Et Nantes, au XIXe siècle, comme à l'heure actuelle, représente 20% du corps électoral de la Loire-Inférieure. Donc, Nantes participe à la républicanisation de ce département, et Lézan, c'est le premier député républicain de ce département. Lézan commence chez les radicaux à Nantes, il se déporte ensuite politiquement et géographiquement, puisqu'il est élu dans la Seine, il a un épisode boulangiste, et Lézan finit sa vie dans l'anarchisme. Mais pas n'importe quel anarchisme, puisque Lézan, au soir de sa vie, je pense qu'il meurt en 1920, au soir de sa vie, a beau être anarchiste, il participe à l'Union sacrée, c'est-à-dire que tout anarchiste qu'il est, Charles-Ange Lézan, comme beaucoup d'hommes de gauche, par un patriotisme, choisit le camp de la France dans la Première Guerre mondiale, et pas le camp d'un défaitisme ou d'un pacifisme qu'on retrouvera par contre bien davantage, Benjamin, durant la Deuxième Guerre mondiale dans les rangs de la gauche. Exactement. Oui, alors nous voyons bien dans cette étude et dans ce jet de lumière que nous accordons à Jules Guesde et à sa doctrine politique que nous sommes que la gauche a connu beaucoup de mutations en un siècle, et que le pacifisme, qui semble être une vertu de gauche aujourd'hui, n'est absolument pas partagée lors de cet épisode charnière que sont la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et puis, cette lutte, je le répète, n'est pas seulement une lutte gauche-droite, c'est une lutte entre les deux gauches. Par exemple, en 1899, il y a une grande lutte entre Waldeck-Rousseau, le Nantais, qui est Premier ministre, et Guesde. Quand Alexandre Mitterrand, futur président de la République, entre au gouvernement de Waldeck-Rousseau, Jules Guesde, qui était un ancien soutien de la Commune, refuse de rentrer au gouvernement et condamne Alexandre Mitterrand d'entrer au gouvernement, puisqu'il y a le général Gallifet qui est au gouvernement, alors qu'il est considéré comme étant un des responsables de la Semaine sanglante. Donc il y a véritablement une lutte entre les gauches,
à la fois une lutte politique, doctrinale, mais aussi également une lutte mémorielle qui continue jusqu'à l'entre-deux-guerres, hein, jusqu'à la fin de la Troisième République, et que ces relations vont être véritablement normalisées à la Libération, dans le contexte de la Quatrième République, plus de la Quatrième République que du gouvernement provisoire. Effectivement, et ce visage de la gauche que nous connaissons maintenant, qui devient à peu près définitif à la Libération, avec une première gauche et puis une deuxième gauche, dérive donc de la pensée et de l'œuvre politique et intellectuelle d'un homme comme Gued, dont il faut préciser le programme détaillé un petit peu. Alors on a parlé de la fin du guédisme, quand le guédisme devient une participation gouvernementale. À l'origine, on l'a dit, c'était pas du tout ça. On va refaire un petit saut en arrière, puisque le premier programme du guédisme, donc le programme du PO en 1879, déjà, il faut signaler de manière révélatrice que c'est un programme qui est fabriqué depuis l'étranger, puisqu'il est issu, ce programme, d'un voyage de Gued à Londres en 1880 et d'une rencontre avec Karl Marx et Paul Lafargue. Et ce programme, qui date de 1880, qui est résumé dans une brochure de 90 pages à peu près, qui s'appelle « Le programme du Parti ouvrier, ses considérants et ses articles ». Que demande ce programme? Non exhaustivement, il y a une quinzaine de points. Il demande l'abolition de toutes les lois sur la presse, les réunions et les associations, l'abolition du budget des cultes, l'abolition de la dette publique, l'abolition de l'armée, que la commune devienne la maîtresse de son administration, et ça, il faut le contextualiser par rapport à la période avant la loi municipale de 1884, où les maires ne sont pas élus par le suffrage universel. Donc je poursuis. Que la commune devienne maîtresse de ses administrations et de sa police. Le PO demande dans son programme un jour de repos hebdomadaire. Il demande la surveillance des apprentis par les corporations ouvrières, un salaire minimal. Quelque chose d'intéressant aussi, qu'on aurait du mal à comprendre maintenant, une sorte de préférence nationale dans les salaires entre ouvriers français donc, et ouvriers étrangers. Il demande qu'il y ait une égalité de salaire, c'est une sorte de préférence nationale, vous savez, c'est une idéologie nativiste, on peut dire, c'est-à-dire les nationaux d'abord dans leur pays. Ben là, c'est une sorte de proto-nativisme, bien avant ce que fera un homme comme Salengro dans les années 1930. Que demande le PO également? L'égalité salariale entre les sexes, un système de retraite, la responsabilité des patrons en matière d'accidents, la renationalisation des banques, des chemins de fer et des mines. Ça explique peut-être en partie le succès des guédistes dans le monde des forges, des chantiers navals, etc. Le PO demande également la fin des impôts indirects. C'est cela le programme détaillé du premier guédisme à partir de 1880. Cela est validé au congrès du Havre du PO en novembre 1880. Et ce programme survivra comme tendance donc, au sein de la SFIO. Entre ces deux dates, il y a, on ne l'a pas évoqué, mais il faut l'évoquer brièvement, un débat spectaculaire entre Jaurès et comment s'appelle-t-il, et Gued, qu'on appelle le débat des deux méthodes, qui en gros clarifie aux yeux de l'auditoire présent ce jour-là et des socialistes ce qu'est le jaurécisme et ce qu'est le guédisme. Il y a deux méthodes socialistes. En gros, la méthode de Jaurès étant la plus pragmatique et la moins révolutionnaire, donc la plus réformiste. Il y a donc en 1905 l'unification des socialistes, et donc, eh bien, ces différentes propositions du guédisme dans le cadre du PO, qu'on vous a évoqué sur le salaire minimal, sur le jour de repos hebdomadaire, sur les corporations ouvrières, etc., survivent, bon an, mal an, au sein de la SFIO, sous forme de tendance, puisque les socialistes sont un parti de tendance. Naturellement, tout cela s'étiolera. Et eh bien, Gued et le guédisme, on peut dire, meurent politiquement en même temps, hein, c'est-à-dire que Gued était un personnage de santé fragile, hein, par ailleurs, on ne l'a pas évoqué, vit longtemps pour autant, puisqu'il meurt en 1922, mais ensuite le guédisme, d'une part, s'extirpe de la SFIO pour
nourrir intellectuellement les courants, une partie des courants du PCF, et puis le guédisme meurt à la CFIO, et puis après ce sont d'autres hommes, c'est notamment Léon Blum. Et globalement, d'ores et déjà, on peut considérer que la SFIO est un parti de gauche, certes, mais plutôt de centre-gauche, qui est un parti qui proclame encore la dictature du prolétariat, mais qui est de plus en plus réformiste. Alors il y aura toujours des hommes à gauche de la gauche à la CFIO, des hommes comme Pivert notamment, et puis il y aura également une droite qui deviendront les néo-socialistes, autour de figures comme Marcel Déat, mais il n'y a plus vraiment de guédistes, Benjamin, à la SFIO, et les guédistes deviendront une sorte à la fois de souvenir et puis de métapolitique en dehors des partis. Oui, donc Gauthier, tu as parfaitement rappelé que donc, le socialisme n'est en rien une doctrine solide, unifiée et imperméable au changement, et qu'il revêt des réalités qui, de sa création à la fin des années 1880 jusqu'à nos jours, a des réalités totalement différentes, et que le socialisme, comme on peut le concevoir comme concept unique, n'est qu'un concept dans nos pensées, mais a des manifestations qui sont disparates, effectivement. Eh bien, chers auditeurs, j'espère que cette émission sur le guédisme aura éclairé vos lanternes concernant cet homme de gauche assez méconnu de nos jours. Nous nous retrouverons, nous concernant, pour une prochaine émission de Fréquence Histoire, concernant le traité de Paris, le second traité de Paris concluant les guerres napoléoniennes, c'est-à-dire le traité du 20 novembre 1815, avec toutes ces subtilités géopolitiques que nous aborderons. Nous vous conseillons également de vous reporter sur le site de la Société historique politique de l'Ouest, où, avec mon camarade Gauthier Bouchet, nous avons publié le premier numéro attrayant au légitimisme en Loire-Inférieure. Donc vous pouvez, notamment sur le site même de Fréquence Histoire, vous reporter à cette revue et en faire la commande. Voilà. Mais, Gauthier, merci de ta participation, et puis Merci, à très bientôt Benjamin. sur Fréquence Histoire. À très bientôt. Donc ce sera le 20 novembre pour la fin des guerres napoléoniennes. Merci. Merci, au revoir.